Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Je vous signale que ce soir, nous sommes avec Soli Abdoulaye, il est spécialiste des questions économiques. Avec lui, nous allons discuter de cette fermeture unilatérale de la frontière entamée par le Nigeria avec le Niger et le Bénin. Avec lui, nous allons voir les conséquences de cette fermeture et comment le Niger et le Bénin vont faire afin d'adoucir les conséquences de cette fermeture. D'abord, la prolongation de la fermeture unilatérale de la frontière entre le Niger et le Nigeria a provoqué la réaction du directeur régional du commerce par intérim de Zender. Le point avec Ben Salah. Les autorités fédérales nigérianes avaient décidé unilatéralement de fermer leurs frontières terrestres avec certains pays voisins, notamment le Bénin et le Niger, depuis le 20 août dernier. Malgré l'impact que cette décision a provoqué au Bénin et au Niger, dont les économies dépendent en grande partie des exportations vers le géant voisin, les autorités nigérianes ont maintenu fermement l'opération. Tous les produits qui viennent du Nigeria deviennent de plus en plus chers maintenant. Plus chers. Peut-être il y a certains qui ont doublé ou triplé leur prix. Donc à cause de cette fermeture-là. Et parce que la région n'arrive pas à se ravitailler au Nigeria. C'est qu'en ont, peut-être qu'eux aussi, ils maximisent leur profil parce que ça devient un peu rare. Et dès qu'un produit devient rare, donc son prix augmente. Parce que d'ici là, on craint encore que certains produits même risquent de disparaître, comme par exemple les matériaux de construction. Par exemple, les fers et acier qui nous viennent du Nigeria. Avec cette extension de l'opération pour 3 mois encore, les répercussions vont encore s'amplifier chez les pays voisins, notamment au Niger, qui partage plus de 1400 km de frontières avec le Nigeria. Bien qu'elle affecte également les opérateurs économiques nigérians, cette mesure a provoqué déjà une importante inflation de certains produits sur le marché nigérien. Comme officiellement la frontière est fermée, par exemple, même si peut-être si on les surprend en train de faire entrer des produits, alors là c'est à leur risque et péril parce que c'est hermétiquement fermé, on ne doit pas rentrer. Cette fermeture-là c'est pas au Niger seulement, c'est avec tous les pays frontaliers du Nigeria, avec le Nigeria, donc c'est pas le Niger seulement, donc ils n'ont qu'à se patienter, ils n'ont qu'à prendre leur mal en patience, donc en attendant de trouver une solution pour pouvoir régler cette histoire de fermeture là. Si certains trouvent des arguments pour essayer de comprendre cette politique souverainiste de Muhammadu Buhari, beaucoup au Niger doutent de son efficacité et surtout de son opportunité pour un pays qui a signé justement à Niamey l'accord portant instauration de la ZLECAf et qui est aussi un membre important de la CEDEAO. Monsieur Soli Abdoulaye, bonsoir et bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc le Nigeria a décidé unilatéralement de fermer sa frontière il y a quelques mois avec le Bénin et le Nigeria, alors que tous ces 3 pays font partie de la CEDEAO. Alors, est-ce que le Nigeria est dans ses droits en agissant de la sorte? Ok, merci Monsieur Ali de m'avoir donné donc cette occasion de parler de ce problème qui est en train de peser lourd au niveau des populations des 3 pays et au-delà. Donc, particulièrement les populations du Niger, du Bénin et aussi du Nigeria. Alors, la CEDEAO, il faut d'abord dire que c'est une communauté économique et douanière de l'Afrique de l'Ouest qui a été créée en mai 1975, n'est-ce pas? C'est pour coordonner donc les actions des pays de l'Afrique de l'Ouest en matière économique et monétaire. Alors, dans ce genre de traités, n'est-ce pas, il y a toujours des dispositions qui sont prises pour restreindre un certain nombre de possibilités offertes par certains pays, particulièrement dans le regroupement, les pays qui se sentent plus forts, comme le Nigeria, ils font des clauses restrictives, n'est-ce pas?
Ces clauses restrictives veulent dire tout simplement que nous n'allons pas céder certains de nos souverainetés ou certains aspects de nos souverainetés en cas de telle ou telle situation, en cas de tel ou tel problème. Et je suis convaincu que le Nigeria est en train de miser sur cela. Il est en train de s'adosser sur ces clauses restrictives qui font qu'elle peut, quand elle a une politique intérieure à elle, n'est-ce pas, prendre des décisions telles que celle-là, celle de fermer donc ses frontières avec certains pays pour organiser son économie. Parce que quand vous êtes dans une communauté, il n'est pas dit que l'ensemble de votre souveraineté, vous la laissez libre cours à cette communauté. Non, il y a un certain nombre de restrictions qui sont observées et que vous faites mettre ou vous faites intégrer dans le traité qui est signé. Vous avez vu tout récemment, quand on a signé les accords de la ZLECAf, il y a un certain nombre de restrictions qui ont été adoptées, n'est-ce pas, tel que le contingentement, donc il y a un quota que vous ne pouvez pas dépasser, bien qu'on est dans un cadre de libre-échange. Mais il y a un certain nombre de quotas que vous ne pouvez pas dépasser selon que vos productions sont des productions internes à vous ou selon que les productions sont venues d'ailleurs. Donc vous avez importé et que vous voulez réexporter. Donc il y a tout cela qui fonde aujourd'hui l'action du Nigeria. Et c'est pour cela que vous voyez, au niveau de la CEDEAO, il n'y a pas officiellement une prise de position pour condamner cela. Parce que eux, les dirigeants, savent ce qu'il y a dans le traité. Et ils savent que le Nigeria est fondé pour entreprendre ce genre d'action. Maintenant, ce qu'on peut reprocher au Nigeria, c'est peut-être parce que tout de suite, j'ai entendu le message du directeur régional du commerce du Zender, et les autorités nigériennes et du Bénin n'ont pas été avisées. Et donc, ils se sont levés comme ça, et puis ils ont trouvé que la frontière est fermée, ou leurs frontières sont fermées. Alors que le Nigeria a un devoir de les informer que voilà l'intention que j'aurais à faire pour qu'ils prennent certaines dispositions par rapport à leur économie. Alors, quelles sont les conséquences sur l'économie du Niger et du Bénin avec cette fermeture de frontières? Est-ce à dire que l'avenir de la CEDEAO n'est-il pas en jeu avec cette procédure engagée par le Nigeria? Les conséquences, il y en a beaucoup d'ailleurs. Et ces conséquences ne sont pas uniquement, ne concernent pas uniquement le Niger et le Bénin. Même le Nigeria, qui est à la base de cette situation, va en récolter les conséquences et qui sont négatives. Nos pays sont en train de subir donc une sorte de restriction du commerce international, donc particulièrement entre nous et le Nigeria. Ce qui fait que aujourd'hui nos commerçants ne peuvent pas entrer, amener leurs marchandises au Nigeria, et ceux du Nigeria ou ceux du Niger qui veulent amener des produits du Nigeria ne peuvent pas le faire. Et c'est pour cela, tout récemment, vous avez entendu au cours d'une réunion tenue par le ministre des Finances avec le FMI, il a dit que le Niger va perdre la somme de 40 milliards dans son budget programmé pour 2019 dû à cette fermeture du Nigeria. Donc ça, c'est une des conséquences, n'est-ce pas? Au Nigeria également, c'est la même chose, et beaucoup de commerçants, la façon dont ceux du Niger en subissent les conséquences, c'est de la même façon que les commerçants du Nigeria vont subir très certainement cette conséquence-là du fait que donc, la frontière est fermée, et naturellement, ils doivent avoir donc un manque à gagner. Et si les commerçants ont un manque à gagner, ça veut dire que l'État du Nigeria va avoir un manque à gagner. Vous voyez, tout de suite, le directeur régional a dit que déjà il y a une flambée des prix, n'est-ce pas, et une rareté de certains produits. Donc ça, c'est encore une autre forme de conséquence. Les prix vont augmenter de jour en jour parce que les produits vont se raréfier, n'est-ce pas, et certains même vont disparaître. Et ce qui crée maintenant un marché parallèle avec tout ce qui se comporte comme corruption. Parce que quand vous partez aujourd'hui aux différentes frontières du Niger et du Nigeria ou du Niger et du Bénin, vous allez voir des commerçants qui continuent malgré tout à rentrer et à sortir, n'est-ce pas? Des populations qui vont pour des besoins vraiment divers, pour des mariages, pour des baptêmes, pour des décès et pour l'économie. Alors, ce qui fait que ce qu'on va mettre comme
agents de sécurité, douane, police, et immigration et tout, et ils vont se sucrer. Ils vont trouver un mécanisme ou une voie qui va leur permettre maintenant de se faire les poches pleines. Parce que vous allez négocier chaque fois le passage et ils ont trouvé une aubaine, donc ils vont vous permettre de passer, mais moyennant un certain nombre de naira qu'il faut donner. Donc si le Nigeria ou les populations du Niger et du Nigeria en souffrent, on va trouver aussi d'autres qui en bénéficient de cette situation-là, n'est-ce pas? D'autres, ils vont créer, tout à l'heure j'ai dit un marché parallèle, donc ils vont créer la fraude, n'est-ce pas? J'ai vu, hier on m'a envoyé dans une vidéo de WhatsApp, on m'a envoyé des gens qui amenaient de l'essence du Nigeria vers le Niger dans des sacs comme du riz. C'est-à-dire on a créé un système avec des plastiques et tout pour remplir des sacs de riz, n'est-ce pas, avec de l'essence, et ils font donc le tour ils contournent les circuits officiels pour amener le produit donc jusqu'au Niger. Donc c'est là, vous voyez bien qu'ils trouvent leur compte avec tous les risques qu'il y a. Donc c'est une situation vraiment qui est là, mais qui, quand on prend les risques, enfin pas les risques, les conséquences négatives sont plus importantes que les conséquences positives, n'est-ce pas? Voilà ce que je peux dire. Et maintenant, que doit faire le Niger et le Bénin afin d'adoucir l'impact de cette fermeture sur le plan économique? Et la première des choses que le Niger et le Bénin doivent faire, et qu'ils ont commencé d'ailleurs, c'est d'utiliser les voies diplomatiques. Il faut que les responsables de ces pays, au plus haut niveau, n'est-ce pas, arrivent à prendre langue avec les responsables du Nigeria pour leur expliquer, ils le savent déjà, mais encore pour leur expliquer de vive voix les conséquences qui sont en train de s'abattre sur les populations de ces différents pays qui sont victimes donc de la fermeture de la frontière. Et de l'autre côté, c'est aussi à la longue l'État ou les différents États qui seront victimes de cela. Donc ça, c'est une des choses, des voies qu'il faut utiliser. Maintenant, les pays qui sont limitrophes du Nigeria, tels que le Niger et le Bénin, ils doivent se dire que tout n'est pas rose, tout n'est pas garanti. Même si nous sommes dans un système de coopération, dans une organisation intergouvernementale qui a un certain nombre de principes, vu les clauses là que j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des clauses restrictives, donc qui peuvent permettre à chaque État, n'est-ce pas, de prendre des décisions en son sein pour une politique intérieure qu'il juge nécessaire et qu'il pense qu'il faut la fermeture de la frontière pour que cela soit. Donc nous devrons nous armer d'une vision, celle de créer nos propres industries. Vous comprenez? Tout à l'heure, je me réfère toujours à l'intervention du directeur régional de commerce du Zender, qui a parlé, par exemple, de fer à béton pour la construction. Mais pourquoi le Niger ne peut pas créer des industries pour permettre aux Nigériens, donc aux privés nigériens, avec d'autres privés étrangers, pour venir installer des usines de fabrication du fer à béton? Donc c'est des choses comme ça qu'il faut réfléchir. Et créer aussi des petites unités de transformation industrielle qui vont nous permettre de ne pas toujours compter sur, pas même le Nigeria, sur d'autres pays. Il faut que nous arrivions à nous autosuffire par rapport à un certain nombre de choses qui sont fondamentales. Donc il faut en somme une révision de notre politique industrielle pour que nous prenions vraiment les choses à main et nous développions ces secteurs industriels afin que nous parions à ce genre de situations qui peuvent nous arriver tôt ou tard. Monsieur Soli Abdoulaye, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Suite de ce journal, ce matin, à la Chambre de commerce de Niamey, les ressortissants de Zender ont procédé au lancement d'actions en faveur du développement. Compte rendu avec Hamza Sakou et Aboubakar Souley. Soucieux du développement et d'autres situations de la région de Zender, les ressortissants de cette partie du pays ont mis en place ce cadre qui se veut un comité de réflexion et d'action pour le développement du Damagaram. Ainsi, cette rencontre marque le lancement des actions pour le développement de Zender. Ce cadre il a été créé pour
tenter de pallier certains problèmes qui minent la société, la région de Zender tout entière. Il s'agit du problème de l'éducation. En effet, cette année, 24 000 élèves sont exclus des établissements scolaires. Et surtout les problèmes de contre-valeurs qui sont l'ethnocentrisme, le régionalisme, le fanatisme qui eux aussi minent cette région. Donc ce cadre a été créé pour tenter de résoudre ces problèmes. Nous allons accompagner les politiques publiques, nous allons accompagner, faire comme nos aînés l'ont fait pour contribuer au développement, la solidarité pour un Zender heureux et pour un Niger prospère aussi. Monsieur Idi Ango Omar, parrain de cette activité, a saisi l'occasion pour faire le point de la situation qui nécessite des mesures urgentes. Zender fait face à de nombreux défis, dont certains sont redoutables et constituent de graves menaces pour la paix et la prospérité de la région. Dans divers domaines économiques, sociaux et environnementaux, les indicateurs ne sont guère réjouissants et je voudrais à cet effet ici souligner quelques exemples qui interpellent nos consciences. La moyenne de superficie cultivable par personne et par an est de 0,4 hectares par an avec un rendement céréalier des plus bas, de l'ordre de 350 kg à l'hectare, alors que les besoins céréaliers annuels pour l'alimentation se situent à 250 kg par personne. La production céréalière nette est seulement de 140 kg, ce qui indique un déficit structurel de 40% pour la satisfaction des besoins. Pour finir, l'honorable Aboubakar Sanda, sultan de Zender, a appelé tous les fils et filles du Damagaram à s'unir davantage afin de contribuer au développement de la région et au-delà du Niger tout entier. Sur le plan éducatif, les autorités en charge de l'enseignement de base ont entamé des réformes que n'approuvent pas les syndicats du secteur. Nafisa Zakou et Sadou Doumi pour le reportage. C'est dans le but d'amener les élèves du primaire à lire, écrire et à compter que les autorités en charge de l'éducation ont jugé utile d'apporter des réformes dans l'enseignement de base. Les syndicats des enseignants dénoncent la manière dont cette nouvelle réforme est insérée dans l'enseignement. Au niveau du ministère de l'enseignement primaire, depuis un certain temps, effectivement, c'est une série donc, de réformes face à laquelle les enseignantes et les enseignants se trouvent. Et la réforme en tant que telle n'est pas une mauvaise chose. Mais il va falloir que, premièrement, lorsque l'on doit faire une réforme, que les partenaires puissent d'abord être associés à ces réformes et que ceux qui sont censés exécuter les réformes puissent avoir la formation nécessaire. Malheureusement, au niveau donc, du ministère de l'enseignement primaire, comme je le disais tantôt, ces réformes n'ont pas pu être véritablement exposé auprès de la base, c'est de l'enseignant qui est censé exécuter cette réforme. On le sait depuis très longtemps, il y en a eu, mais il y a eu la formation des enseignants. Aujourd'hui, cette réforme qu'on demande aux enseignantes et aux enseignants donc d'appliquer, certains n'avaient eu qu'une formation donc, de 3 jours. Ceux qui étaient plus chanceux avaient eu une formation d'un peu plus que ça. Les moins chanceux ont eu une formation donc d'une journée et demie. Et comment pensez-vous qu'avec une formation aussi négligée, puisque former quelqu'un pour une demi-journée et lui demander donc d'appliquer une réforme, vraiment nous sommes convaincus que cela n'est pas pour réussir. Aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dans un flottement, puisque octobre, nous sommes déjà en fin d'octobre. Et vous avez dit novembre. Or, l'année scolaire, tout le monde sait que l'année scolaire a une période donc de 9 mois. 9 mois, déjà nous avons perdu 1 mois sans que d'abord il y ait les tests de ce qu'on appelle tests de mise à niveau, pour qu'il y ait d'abord les rémédiations qui sont censées prendre une période de 3 mois, puis après que le programme renouvelé puisse être mis en application. Donc vous voyez déjà à travers ce retard, on sent de l'impréparation et on sent véritablement un tâtonnement donc, dans la mise en œuvre des réformes. Pour une meilleure compréhension de cette réforme par les élèves, le secrétaire général du syndicat national des enseignants de base lance cet appel. Au niveau donc, du gouvernement, au niveau des ministères en charge de l'éducation, qu'à travers les réformes, que les partenaires soient suffisamment impliqués.
Et d'abord la première chose. La deuxième chose, lorsqu'on veut créer des innovations, il faut que le gouvernement de la 7e République, à travers les ministères de l'éducation, puisse avoir les moyens nécessaires. Toute réforme engendrerait donc des dépenses supplémentaires. Il faut d'abord que les enseignants qui sont censés mettre en œuvre les réformes puissent être formés. Tant qu'on ne forme pas l'enseignant qui est au cœur de la machine, tant qu'on ne forme pas l'enseignant, tant que l'enseignant n'est pas suffisamment formé, alors ces réformes ne pourront en aucun cas aboutir. Et l'autre aspect qui n'est pas négligeable, c'est quoi? C'est les conditions de vie des enseignants. Nous avons beau changer, nous pouvons chercher des réformes, nous pouvons faire des réformes tous les jours d'ailleurs. Alors cela ne produira pas les effets escomptés tant que l'enseignant n'est pas mis dans des conditions favorables, tant que l'enseignant ne retrouve pas sa crédibilité. Il revient donc au gouvernement de la 7e République, précisément les autorités en charge de l'éducation, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour améliorer les conditions de travail des enseignants pour une bonne application de cette nouvelle réforme. Hier, à l'hôtel Galaxy de Dosso s'est déroulé un atelier organisé par le roi Sen en vue de renforcer les capacités des membres du réseau parlementaire pour consolider le système de santé et la promotion de la vaccination. Adamou Amadou pour le compte-rendu. Cet atelier de renforcement des capacités des membres du réseau des parlementaires pour le renforcement du système de santé de la promotion de la vaccination RPRSS sur la thématique vaccination a été organisé par le roi Sen sur financement du Fonds commun. Cette rencontre, qui s'est tenue dans la salle de réunion de l'hôtel Galaxy de Dosso, a été présidée par le président de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, président du réseau, en présence du coordonnateur national du Roisen, du représentant du PEV, du représentant du Conseil régional de Dosso, du Sultanat, ainsi que des honorables députés et plusieurs autres invités. Après les mots de bienvenue par le représentant du Conseil régional de Dosso, en poursuivant son allocution, a affirmé que ces assises interviennent dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat pour la mobilisation sociale des acteurs et partenaires dans un contexte de contribution. Mesdames et messieurs, faut-il être rappelé techniquement sûr et économiquement abordable, la vaccination demeure un moyen de prévention le plus efficace contre les différentes maladies cibles du peuple. Elle reste disponible et gratuite dans tous les centres de santé intégrés de nos villes et villages de Niger. Mesdames et messieurs, le monde en général et les autorités compétentes de Niger en particulier classent la vaccination au centre des stratégies de lutte contre la maladie et déploient d'importantes ressources à cet effet pour que les actions soutenues d'information, de sensibilisation et de plaidoyer soient régulièrement menées par les services techniques, notamment de santé, en collaboration avec les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la santé, en vue de renforcement et d'accroître la mobilisation sociale de la population. En procédant à l'ouverture officielle des travaux, le président de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale, président du réseau, souligne que la présente rencontre rentre dans le cadre du renforcement des capacités des parlementaires membres du réseau parlementaire, avant de s'appesantir sur les objectifs poursuivis par le réseau. Les objectifs poursuivis par ce réseau sont les suivants. La promotion de la vaccination en vue de la réduction des cas de maladies meurtrières au Niger. La sensibilisation des parlementaires sur les enjeux du renforcement du système de santé et la vaccination. Le renforcement de la compréhension des parlementaires sur les conséquences des maladies évitables par la vaccination. La veille à la mise en œuvre effective des projets et programmes de renforcement du système de vaccination, de la santé et de la vaccination. La contribution aux évaluations des programmes et projets de renforcement du système de santé et de la vaccination. La sensibilisation des ménages et des communautés en vue d'un changement de comportement et l'adhésion aux actions de santé. La mise en œuvre d'un plaidoyer fort pour le renforcement de la contribution de l'État, des collectivités et des PTF de la santé en général et de la vaccination en particulier. L'appui au pouvoir public dans le cadre de la recherche des solutions aux problèmes de santé des populations en général et la promotion de la vaccination en particulier. Enfin, le renforcement des capacités institutionnelles du réseau
le réseau parlementaire sur le renforcement du système de santé et la vaccination. Signalons enfin que ces travaux dureront 24 heures. Les participants seront bien outillés sur plusieurs dimensions assignées par le réseau des parlementaires. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.